Chers gentlemen, chers lecteurs de Parisian Gentleman, chers amis, bonjour, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour ce premier numéro d'une longue série de vidéos que nous inaugurons aujourd'hui ensemble et que nous avons baptisé en anglais, puisque vous le savez, Parisian Gentleman est devenu un média international, Sartorial Talks. Sartorial Talk qu'on pourrait traduire en français par discussion sartoriale. Pourquoi inaugurer une telle série de vidéos? Comme vous le savez, Parisian Gentleman existe aujourd'hui depuis 9 ans. D'ailleurs, c'est incroyable quand j'y pense. Dans exactement 1 an et 4 mois, nous fêterons notre 10e anniversaire. Et je peux vous affirmer qu'au moment où j'ai créé ce petit blog, qui n'était à l'origine qu'un petit blog personnel, je ne pouvais pas m'imaginer un seul instant que ça deviendrait ce que c'est devenu, c'est-à-dire un site internet qui réunit plusieurs centaines de milliers de personnes par an sur la terre entière, évidemment en France, particulièrement puisque la France représente encore 30% de notre lectorat. Alors pourquoi cette série de vidéos? Tout simplement parce que vous nous l'avez demandé à plusieurs reprises. J'ai réalisé au cours des dernières années plusieurs interviews vidéo avec nos amis de Bonne Gueule, que je salue au passage. Et ces vidéos ont été extrêmement appréciées et j'ai reçu une multitude de messages dans ce sens en me demandant de faire plus de vidéos, plus d'interventions, plus de conférences, plus de prises de parole en direct, sans artifice particulier, juste entre vous et moi, discuter des sujets qui nous passionnent, qui nous tiennent à cœur, tout ce qui touche à l'art sartorial. Et c'est pour cette raison que j'ai décidé de lancer cette nouvelle série de vidéos qui, je l'espère, va vous plaire et vous divertir et vous intéresser. Alors, le contenu de ces vidéos sera relativement simple. Il s'agira bien sûr de parler de la chose sartoriale qui nous intéresse, de faire un point sur l'actualité de notre métier, de faire des focus sur certains artisans que nous aimons beaucoup, d'autres que j'aimerais vous faire découvrir, mais également de vous parler un peu de l'actualité de Parisian Gentleman. Et nous allons aujourd'hui commencer avec notre actualité brûlante dont vous avez certainement entendu parler. Pour ceux qui n'en ont pas encore entendu parler, j'ai le plaisir de vous l'annoncer. C'est la sortie de mon second livre, plus exactement mon deuxième livre, car il se trouve que ça ne sera sans doute pas le dernier, qui est la suite de The Parisian Gentleman, qui a été édité et publié, comme vous le savez, en langue anglaise et en langue française en 2015, qui était donc dédié à l'élégance masculine classique française et particulièrement parisienne. Donc ce deuxième opus, ce deuxième volume, est consacré donc à l'Italie et au style italien, ou plus exactement à ce que l'Italie apporte et la contribution de ce formidable pays dans le débat sartorial. Quand j'ai commencé l'écriture de ce livre, juste après avoir terminé The Parisian Gentleman, puisque j'ai eu la chance, qui est une chance assez rare de nos jours, d'avoir un contrat d'auteur pour plusieurs livres, j'ai accepté donc de rédiger ce volume sur l'art sartorial et sur l'élégance italienne. Et au moment où j'ai accepté, je ne pouvais pas me douter ce que ce projet allait représenter en termes d'investissement, en termes de temps, voire même en termes de sacrifice, puisqu'au final, je pensais avec Sonia et mon photographe Lyle Roblin, que vous connaissez tous fort bien si vous êtes des lecteurs de PG, le formidable Lyle Roblin, qui est sans doute le plus photographié des photographes sur la planète, puisque vous le savez, il poursuit en parallèle une carrière de mannequin pour des marques importantes dans le monde entier. Donc au moment où, avec Sonia et Lyle, nous décidons de commencer ce projet, nous avions 2 choix. 2 options qui s'offraient à nous. Première option, faire comme beaucoup d'auteurs aujourd'hui, c'est-à-dire s'asseoir dans son bureau à Paris en ce qui me concerne, naviguer sur l'internet, relire mes notes sur Parisian Gentleman, puisque Parisian Gentleman représente aujourd'hui un petit peu plus de 2000 articles dans différentes langues, et le sujet de l'Italie est relativement bien couvert et bien traité avec de nombreux articles sur de célèbres maisons, Attolini, Panico, Rubinacci, Dal Cuore, Ciardi, etc., etc. Donc tous les gens qu'on aime, qu'on supporte, qu'on promeut sur PG depuis de nombreuses années. Donc cette option était simplement de se dire, voilà, je vais rédiger des chapitres sur des maisons que je connais bien et envoyer Lyle Roblin sur le terrain, faire quelques prises de vue pour illustrer et compiler un volume sur la base de toutes ces données.
option 1. Option 2, que j'ai choisie, c'était de dire ou de postuler le fait que même si j'avais une connaissance déjà très approfondie du sujet, il me restait sans doute énormément de choses à découvrir en Italie. Et donc, au lieu de choisir la première option, qui était l'option de facilité, c'est-à-dire qu'il m'aurait pris peut-être, on va dire 6 mois pour rédiger quelque chose de conséquent et de pertinent, j'ai décidé de prendre l'option 2, c'est-à-dire de m'immerger en Italie et d'aller à la recherche des meilleurs tailleurs, des meilleurs couturiers, des meilleurs fabricants de chaussures, de cravates, d'accessoires, de chemises et même de visiter plusieurs filatures de tissus. À l'époque où je prends cette décision avec Sonia et Lyle, mon estimation est que je devrais m'installer sans doute en Italie pour 6 ou 8 mois afin de vraiment faire proprement le travail, de le faire entre guillemets si j'ose dire à la main, c'est-à-dire vraiment de prendre le temps de visiter une par une ou un par un les différents ateliers, les différentes maisons, les différentes usines, les différents tailleurs, bottiers, etc. et de les sélectionner afin de les mettre dans mon livre. La vérité, c'est que le projet ne nous a pas pris 8 mois, mais presque 3 ans, puisque ce ne sont pas 8 mois que nous avons passé de l'autre côté des Alpes, mais presque 2 ans en résidence, à Milan d'abord, puis un peu à Rome, et ensuite un long moment à Naples. Et en fait, nous avons sillonné l'Italie pendant 2 ans, plus une année où nous avons fait des prises de vue supplémentaires, littéralement de Biella dans le Piémont, où la grande majorité des filatures de laine sont installées pour des raisons que je vais vous expliquer juste après, jusque dans le fin fond de la botte de la Sicile, c'est-à-dire les Pouilles, Puglia et même la Sicile. Donc on peut dire que The Italian Gentleman a été fait à la main, a été tutto fatto a mano, ou plus exactement, a été construit comme on ne fait plus des livres aujourd'hui. D'ailleurs, je remercie au passage mon éditeur Thames & Hudson à Londres, qui m'a donné toute liberté et toute latitude pour mener à bien ce projet un peu fou, je l'avoue, et un peu, presque mégalomaniaque à une époque où on compile des livres de manière beaucoup plus rapide et beaucoup plus simplifiée. Alors, qu'est-ce que vous allez trouver dans The Italian Gentleman ? Évidemment, mon but n'est pas de vous dévoiler tout ce que vous allez y trouver, mais de vous donner quelques points de repère et de vous donner un bref aperçu de ce que vous allez trouver à l'intérieur de ce livre, qui, j'espère, répondra à vos attentes, parce que je sais qu'elles sont nombreuses. J'ai reçu énormément de messages. Je m'excuse pour le retard sur ce livre, mais je pense que ça en valait la peine, car le volume que nous allons livrer, nous avons eu les premières épreuves récemment avec Lyle et avec Sonia, qui sont les 2 personnes qui m'ont énormément aidé dans ce projet. Et nous sommes extrêmement satisfaits des premiers résultats et des premières impressions que nous avons eues, donc des premières impressions de lecture que nous avons eues entre les mains, qui sont absolument spectaculaires. Donc le livre fait 308 pages. Pour référence, The Parisian Gentleman faisait 256 pages avec 300 photos. The Italian Gentleman fait 308 pages avec 447 photos exactement, toutes originales, qui ont été faites donc par Lyle Roblin, avec quelques photos d'archives fournies par les maisons et quelques photos ici et là que nous avons sélectionnées dans la banque d'images de certaines maisons, mais 95% des images produites pour ce livre ont été spécialement produites pour ce livre par nous-mêmes. Ce livre est divisé en plusieurs sections, avec plusieurs chapitres à l'intérieur des grandes sections. La première section est consacrée aux filatures de laine, et singulièrement à toutes les filatures de laine qui sont basées dans la région de Biella. Comme vous le savez, Biella est dans la région du Piémont. Il y a de nombreuses entreprises très célèbres qui sont installées ici. Nous en avons sélectionné quelques-unes qui nous ont apparu comme incontournables, pour la rédaction de ce livre, comme par exemple la maison Zegna, qui est une maison très intéressante, que l'on connaît fort bien pour son prêt-à-porter et même sa mesure industrielle, 550 boutiques dans le monde entier, une énorme marque masculine de menswear, de vestiaires masculins. D'ailleurs, je pense que c'est la plus grosse maison de style masculin au monde, les chiffres sont absolument considérables, 550 boutiques dans le monde entier. Mais historiquement, et c'est ça qui nous intéresse chez Parisian Gentleman, Zegna est avant tout une formidable filature de laine qui fabrique
toujours à Biella, historiquement, des tissus parmi les plus luxueux au monde. D'ailleurs, à ce sujet, j'aimerais insister sur un point. C'est que les véritables innovations dans le monde du style masculin depuis une dizaine d'années ne viennent pas des stylistes, ne viennent pas des tailleurs. Bien sûr, il y a des tailleurs extrêmement créatifs, il y a des stylistes extrêmement créatifs, il y a des designers qui amènent beaucoup à notre sujet, mais les vraies innovations majeures dans le domaine du style masculin depuis, une dizaine d'années, viennent des filatures de laine. Je prends un exemple, par exemple la maison Zegna a récemment mis sur le marché un produit qui s'appelle le Tech Merino, qui est un produit absolument exceptionnel. C'est un tissu mérino qui peut être lavé en machine. C'est-à-dire, imaginez, vous rentrez du travail, vous enlevez votre veste en laine mérino, donc une laine assez luxueuse, et vous l'achetez dans la machine à laver, et vous la mettez à sécher sur un cintre, et vous repartez avec le lendemain matin sans être froissé. Il y a un truc exceptionnel qui est en train de se passer aujourd'hui dans le monde du tissu de luxe, avec des mélanges soie, laine, coton, etc., etc. Donc c'est vraiment un secteur extrêmement innovant et que j'ai voulu mettre à l'honneur dans ce livre parce que ce sont des gens qui travaillent en amont des designers. C'est les designers qui sont avant les designers et il y a des maisons qui sont vraiment incontournables dont l'histoire est absolument passionnante. Je pense à Vitale Barberi Scalo-Duco que vous connaissez bien si vous les PG, qui est la plus vieille filature de laine au monde puisqu'elle a commencé à fabriquer de la laine en 1663. Et depuis 1663, sans interruption, Vibici, comme on l'appelle, VBC, produit de la laine pour les couturiers, mais également pour les grandes maisons de confection. Il y a aussi la maison Piacenza, qui est un petit peu moins connue, qui a été fondée en 1733, rendez-vous compte, avant la Révolution française, et qui est spécialisée dans le cachemire, et qui a une histoire absolument incroyable avec leurs pères fondateurs qui ont fait les premières expéditions en Chine au début du XXe siècle. Je raconte toutes ces histoires fabuleuses, et il se trouve que dans le monde des filatures de laine, il y a des histoires absolument incroyables sur non seulement la technique de fabrication de laine, mais également l'attachement que ces familles, parce que vous savez, en Italie, tout est une affaire de famille, très souvent, l'attachement que ces familles avaient avec leur région. Et puis, il y a également des marchands de tissus qui ne sont pas des filatures de laine à proprement parler, mais qui sont très importants. Je pense à Drapers à Bologne, mon ami Domenico Lolli. Si vous êtes des amateurs de bespoke ou si vous avez déjà visité des salons de bespoke tailoring dans le monde entier, vous avez vu des tissus Drapers parce que c'est omniprésent. C'est vraiment une marque d'extrême qualité. Et Cacciopoli, par exemple, à Naples, j'ai une photo dans mon livre où je crois avoir sur la même photo 10 frères et enfants, 10 garçons de la famille Cacciopoli, dont je crois 5 ou 6 s'appellent Vincenzo, d'ailleurs en hommage au fondateur de la maison. La deuxième section de ce livre est consacrée évidemment au bespoke tailoring, parce que vous savez que non seulement c'est notre sujet de prédilection sur Parisian Gentleman, c'est ma passion personnelle, c'est un sujet que j'ai énormément exploré. Parler du bespoke tailoring en Italie, c'est un exercice absolument titanesque, pour ne pas dire impossible. Donc, pour être vraiment clair, mon livre n'a pas pour ambition d'être un précis ou un traité historique sur l'intégralité du tailoring en Italie, parce que je pense honnêtement qu'il faudrait au moins 10 volumes comme celui-ci pour traiter correctement le sujet. Et il se trouve en outre que les archives sont assez rares sur le sujet, surtout les archives qui sont pré-période fasciste, puisque le pays était encore... il y a eu beaucoup de périodes troubles dans l'histoire de l'Italie, et donc nous n'avons que peu de documents. Mais tout de même, j'ai poussé très très loin les recherches pour essayer de trouver et d'identifier quelles étaient les grandes écoles de couture en Italie, et pour finalement les réduire à 2, voire 3, c'est-à-dire l'école romaine, la grande école romaine avec son père fondateur Domenico Caraceni, bien sûr, dont je raconte toute l'histoire et toute la saga dans le livre. L'école milanaise, qui est une émanation de l'école romaine, avec une approche un tout petit peu plus structurée du tailoring. Et bien sûr l'école napolitaine, qui est très en vogue actuellement et qui est une école absolument incroyable en termes de créativité et en termes de liberté, puisque c'est ce que le napolitain amène dans le monde, que ce soit dans la couture, mais dans tous les autres sujets. C'est cette fameuse liberté, cette fameuse esprit napolitain qui se retrouve et qui s'exprime à plein dans le tailoring.
Donc dans ce chapitre, il y a des chapitres consacrés aux grands noms, comme Caraceni à Milan, comme Rubinacci à Naples, comme Liverano à Florence, comme tous ces fantastiques tailleurs qu'on trouve à Naples, Dalcore, les Ciardi, les Sabino, les Panico, mais aussi des gens qu'on connaît moins, comme Gianni Celleggin. Gianni Celleggin qui est à Legnano. Legnano, c'est une ville de taille moyenne qui se trouve à 50 km de Milan à peu près, et sur une indication, et je pense que c'est, on peut même parler mon indique Domenico Lolli qui m'a beaucoup aidé, je le remercie au passage, VBC m'a beaucoup aussi aidé et m'a soutenu dans ce projet un peu fou, consistant à passer presque 2 ans sur la route, à prendre des avions, des trains, des Vespa, à marcher à pied, à visiter plus de 100 ateliers un par un. J'ai découvert cet atelier, Gianni Celleggin à Legnano, et je suis absolument surpris que cet homme et que cet atelier n'ait pas une audience internationale. Ça a été une vraie révélation pour moi de rencontrer ce tailleur qui, je crois, doit avoir aux alentours de 80 ans, qui, à ma connaissance, n'a pas d'héritier pour reprendre le flambeau de sa maison de couture et qui fabrique des costumes, des vestes absolument phénoménales. Il a d'ailleurs fait pour mon épouse Sonia un manteau absolument unique au monde avec 31 boutonnières dans un cachemire Zegna des années 50, enfin une œuvre d'art, et il nous a fait promettre que lorsque nous deviendrions vieux, nous ferions donation de ce manteau à un musée pour protéger donc son héritage et son legs, parce que c'est vraiment un tailleur de très haut niveau. Nous avons également découvert des gens obscurs, moins connus, mais qui font un travail formidable, comme Pino Peluzzo, par exemple, à Naples, ou d'autres personnes dont vous n'avez peut-être pas entendu parler, mais que nous avons sélectionnés et auxquels nous avons consacré un chapitre dans ce livre. Je me dois d'exprimer ici non pas un regret, mais une petite réserve, c'est que The Italian Gentleman, comme The Parisian Gentleman, n'a pas pour but ni pour ambition d'être un répertoire complet de ce que l'Italie a à offrir en termes d'art tailleur ou d'art bottier ou d'art chemisier. Je pense qu'il faudrait peut-être 10 volumes pour couvrir le sujet, parce que dans une ville comme Naples, même si le métier a beaucoup souffert, rendez-vous compte, il y a une petite ville à côté de Naples qui s'appelle Casalnuovo di Napoli. Dans les années 50, à Casalnuovo di Napoli, il y avait, tenez-vous bien, sur une ville de 30 000 habitants, il y avait 15 000 personnes qui étaient enregistrées en tant que tailleurs. Aujourd'hui, il en reste peut-être une vingtaine, une trentaine, donc par exemple Pasquale Sabino. D'ailleurs, l'usine Cesare Attolini est toujours installée à Casalnuovo di Napoli, tout comme Gianluca Isaia a son usine ici. Mais donc, il était impossible pour moi de faire une liste exhaustive, parce qu'à Naples, à chaque coin de rue, il y a plus ou moins un tailleur, il y a des gens absolument géniaux qui ont un talent fou. Donc, il m'a fallu faire des choix. Et je dois vous avouer que même si mon éditeur m'a donné toute l'attitude pour faire un livre de la taille que je voulais, j'étais quand même limité à ce qu'un libraire pouvait manier en termes de poids. Le livre qu'on va vous livrer au mois d'octobre, le 26 octobre en Europe, le 31 octobre aux États-Unis, en langue anglaise en premier lieu, puisqu'il y aura une traduction française, sans doute allemande, et sans doute dans d'autres langages, et en italien bien sûr l'année prochaine. Cette première édition fera quelque chose comme 1,6 kg, donc c'est déjà extrêmement lourd pour les libraires à manier, donc je ne pouvais pas aller au-delà. Donc il a fallu que je fasse des choix, et je m'excuse tout de suite auprès des dizaines de tailleurs et d'ateliers qui auraient pu figurer dans ce livre, mais que je ne pouvais pas faire figurer faute de place. Ce n'est absolument pas un jugement de valeur par rapport à leur talent, mais j'ai dû faire des choix avec Sonia, avec Lai, nous avons dû faire des choix, et nous avons fait en sorte de prendre les gens qui étaient, selon nous, incontournables et qui représentaient au mieux ce que l'Italie apporte de monumental au style masculin. Le 3e chapitre est consacré au Sartoria. Alors, je voudrais expliquer un tout petit peu ce que j'entends par Sartoria. À la fin des années 50, début des années 60, le métier de tailleur était en pleine crise en Italie. Vous imaginez qu'à l'époque, le prêt-à-porter de masse arrive de façon massive et de façon abrupte sur un marché, et de nombreux tailleurs commencent à souffrir.
spécifiquement en France, vous savez qu'il ne reste que très très peu de maisons de couture, puisque nous avons très mal résisté à l'avènement du prêt-à-porter, spécifiquement du prêt-à-porter de masse et de mauvaise qualité. Mais en Italie, on touchait un trésor national. Enfin, je veux dire, le tailoring, l'art tailleur à Naples, c'est une cause nationale. La qualité des tailleurs à Florence ou à Milan, c'est quelque chose que les Italiens ont dans le sang, quelque chose qui font partie de leur culture. Et à cette époque-là, il y a deux personnes qui vont se démarquer et qui vont créer une nouvelle manière de faire et qui vont créer deux marques qui sont dans notre milieu peut-être les marques les plus, j'allais pas dire mythiques, mais peut-être les plus reconnues et respectées, puisqu'il s'agit de Chiton d'un côté avec Monsieur Ciro Paone, qui est un homme absolument formidable, dont l'œuvre est absolument monumentale, et d'un autre côté Cesare Attolini, qui est le fils du grand Vincenzo Attolini, qui est le tailleur qui a sans doute révolutionné le style masculin napolitain. J'en parle en détail dans mon livre, et qui tous les deux vont modifier, bousculer, changer les codes et surtout l'approche du tailoring. Je m'explique en deux mots. Chez un tailleur classique, avec un petit atelier et quelques couturiers, le tailleur, grosso modo, pour certains, va vous faire une veste de A à Z, c'est-à-dire qu'il va passer entre 30, 40, parfois 50 heures sur un vêtement. Et l'idée de Ciro Paone à l'époque et de Cesare Attolini, qui était un génie dans ce registre-là, était de dire « Et si on faisait la même chose, mais au lieu d'avoir une personne qui fabrique une veste de A à Z, on avait 25 personnes qui seraient hyper spécialisées dans les 25 ou 30 opérations spécifiques et capitales pour construire un costume ou une veste ?» Et c'est ce qu'ils ont fait. Ciro Paone, à la fin des années 60, a créé Chiton, et au lieu d'aller dans le prêt-à-porter de masse comme beaucoup de gens ont fait, beaucoup de maisons l'ont fait à l'époque, avec succès d'ailleurs, a décidé de garder la tête haute et de donner un toit à une vingtaine de tailleurs au début et à continuer à produire intégralement à la main des costumes parmi les plus beaux au monde et à les vendre à des prix qui leur permettaient de fabriquer tout à la main. Et même chose pour Cesare Attolini. Aujourd'hui, ce sont ces deux fils, Giuseppe et Massimiliano, qui sont à la tête de l'entreprise. Et ce sont deux entreprises absolument magistrales qui ne pouvaient pas ne pas apparaître dans ce livre. Nous parlons également de deux autres maisons que nous aimons beaucoup chez Parisian Gentleman, la maison Belveste avec la famille Nicoletto et la maison Sant'Andrea, qui est aussi connue sous le nom de Saint-Andrews, qui fabrique des costumes absolument monumentaux. La quatrième section de ce livre est consacrée à un sujet qui est moins traité généralement dans les livres comme celui-ci, le tailoring et l'art tailleur et l'art bottier étant les figures de proue de notre métier. C'est l'art de la chemise, de la belle chemise. Et là encore, nous avons été à la rencontre de gens absolument exceptionnels. Alessandro Siniscalchi à Milan est un grand maître de la chemise. Manuela Vignudelli à Bologne, Marolles, qui, comme vous le savez, est un de nos chouchous sur PG. Nous adorons cette maison parce que d'abord c'est un atelier absolument magistral en termes de qualité, mais la personnalité de Manuela Vignudelli est une fille absolument géniale. 25 femmes, c'est une entreprise où il n'y a que des femmes. Je crois qu'il y a deux hommes, le directeur commercial Marco Fari, qui est un type génial que je salue au passage, et la personne qui s'occupe de livraison. Il y a un troisième homme, mais c'est le petit chien qui suit Manuela Vignudelli en permanence. On a découvert également Salvatore Piccolo, par exemple, à Naples, qui dans un registre un peu différent travaille encore avec sa maman. C'est une histoire remarquable. Piccolo a commencé comme manutentionnaire dans une usine qu'il a rachetée et sa maman était une couturière. Enfin bref, ce sont des histoires de famille en Italie, ce sont des histoires d'hommes. Et ce livre n'est pas un précis de style masculin qui va décortiquer chaque style et chaque épaule. C'est plus l'histoire d'une aventure et de rencontres et des histoires humaines. Et en Italie, des histoires de famille, parce que vous savez qu'en Italie, plus qu'ailleurs, de par le monde, la famille est la clé de voûte de toute la philosophie italienne et de tout l'art italien. La cinquième section est consacrée aux accessoires. Alors, j'aime pas trop le mot accessoire parce que accessoire veut dire pas important dans le dictionnaire, alors qu'on sait tous, si vous êtes intéressé par l'art sartorial, par l'art tailleur, par les belles choses, par les beaux costumes, les beaux pantalons, les belles jaquettes, les belles vestes. Je parle anglais toute la journée, donc parfois ça m'échappe un tout petit peu, pardonnez-moi. Vous savez que le plus beau costume bespoke du monde, s'il est coordonné avec la mauvaise cravate, ne fera pas l'effet qu'il est censé faire.
Donc pour moi, la cravate, j'ai récemment écrit sur Parisian Gentleman un article que je vous invite à lire qui s'appelle La cravate est morte, vive la cravate. C'est un métier dans lequel il se passe beaucoup de choses actuellement, parce que comme les gens ne portent de moins en moins de cravates par obligation, mais de plus en plus de cravates par choix, le niveau de qualité, le niveau de création, le niveau de sophistication des fabricants de cravates a considérablement explosé, avec des gens géniaux, comme évidemment Marinella Lab, qui est sans doute le nom le plus connu, le nom napolitain le plus connu au monde, avec Maurizio Marinella, qui est un homme délicieux, mais également des gens qu'on adore chez PG, comme Petronius, formidable petite fabrique de cravates basée à Milan, Calabrese, avec Annalisa Calabrese, une femme délicieuse, passionnée, pugnace, qui contre vents et marées fabrique des cravates et des accessoires, des mouchoirs de poche absolument somptueux. Des gens qu'on connaît moins, comme Francesco Marino, qui travaille dans la banlieue de Naples, qui est un type absolument exceptionnel, qui fabrique des cravates non doublées d'une souplesse fabuleuse, comme Patrizio Capelli, notre Patrizio Capelli, dont la spécialité est de revisiter les motifs anglais à la mode italienne, avec toute cette légèreté, cette vista qu'on leur connaît. Bref, mais c'est vraiment un secteur qui m'a passionné plus que je ne l'imaginais, et j'ai redéveloppé un amour de la cravate pendant ce voyage en Italie de manière considérable. Nous traitons également d'un sujet qui est très peu traité dans les livres, qui est le sujet des parapluies, avec 2 maisons magistrales, Maglia à Milan et Talarico, évidemment Talarico à Naples, qui fait ce ne sont plus des parapluies à ce niveau-là, ce sont des œuvres d'art. Et puis un petit chapitre consacré à mon ami Mauro Schillace, qui fait, à mon avis, fabrique sans doute à la main, dans la vraie tradition, les plus beaux gants au monde. Il se trouve que dans son cas, il fabrique aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Et vous verrez dans les livres, il y a des gants masculins fabriqués par Mauro qui sont qui sont plus proches d'œuvres d'art que d'objets utilitaires. Et bien sûr, la 5e section, comme vous le savez, j'ai un amour complètement immodéré et déraisonnable pour les souliers, est consacré donc au monde du soulier. J'avais une idée, avant de commencer ce livre, un peu préconçue du soulier italien. Bien sûr, je connaissais des grands noms dans le domaine, les Bemer, les Scafora, les nouveaux venus comme Mecariello, les gens plus obscurs qu'on connaît moins bien, qui sont des gens exceptionnels comme la famille Bonafé, mais je ne m'imaginais pas. J'avais une fausse idée en fait du soulier italien. J'avais l'idée des souliers très allongés, un peu extravagants, etc. Alors que l'Italie regorge encore de fabricants de chaussures qui font de très beaux souliers dans les règles de l'art, avec par exemple la maison dirigée par Enzo Bonafé, créée en 1963, qui est une maison familiale qui fait des cousus norvégiens absolument splendides et des formes classiques tout à fait géniales. Des gens beaucoup plus créatifs comme Antonio Mecariello par exemple à Naples, qui fait des chaussures, qui s'est un peu calmé d'ailleurs un peu récemment, on en parlera dans un autre numéro des discussions sartoriales, mais qui est un type absolument attachant. Paolo Scafora qui, même chose, fait des cousus norvégiens qui sont des cousus très pointes. C'est une des seules usines au monde où j'ai vu en face de moi 6 jeunes gens avec des biceps de culturistes. Pourquoi des biceps de culturistes? Parce qu'ils font du cousu très pointe à la main toute la journée. Stivaleria Savoia à Milan est un autre exemple. Bref. Évidemment, mon but n'est pas de vous raconter tout ce livre, 308 pages, c'est quelque chose comme 80 000 mots, 447 photos, un travail considérable réalisé par mon ami Lyle Roblin, que vous connaissez bien, que je salue au passage. Sans lui, ce livre n'aura pas été possible. C'est vraiment un camarade formidable, et c'est un type qui, en plus, est sartorialement immaculé, qui était vraiment, vraiment un garçon d'exception. Donc, je remercie au passage. Voilà, donc c'était pour vous donner juste un petit aperçu. Donc, retenez bien ces dates. Le 26 octobre dans les librairies et en Europe, et le 31 octobre aux États-Unis, puisque j'ai la chance d'avoir 2 éditeurs sur ce projet. Thames & Hudson, qui est mon éditeur principal, qui édite la version originale en langue anglaise, donc je vous le répète, pour cette première édition pour l'Europe, et pour les autres pays hors USA, et Rizzoli, qui est une entreprise italienne, mais qui est un très grand éditeur de beaux livres, et spécifiquement de livres de mode
aux États-Unis pour une édition américaine. Les deux éditions sont à peu près similaires, sauf la couverture et quelques petits détails à l'intérieur. Enfin, grosso modo, ce sont deux éditions complètement similaires. L'année prochaine, nous aurons une édition en langue française, en langue allemande et a priori également en langue italienne. Voilà, j'espère que ces quelques premiers mots vous auront donné envie de lire ce livre, de l'acheter bien entendu, mais surtout de le lire, de l'apprécier. Et j'espère que ce qu'on va vous livrer, et je dis on parce que c'est vraiment un travail que j'ai réalisé avec mon équipe, avec ma femme Sonia Nicholson qui, comme vous le savez, écrit la partie anglaise de Parisian Gentleman, et avec mon camarade Lyle Roblin. Même mon fils Greg Jacomet a fait partie de l'aventure. Donc on espère qu'on va vous livrer un livre qui est à la hauteur de vos attentes. En tout cas, nous, ayant vu les premières épreuves de relecture du livre, on est très fiers de cet objet et on espère qu'il sera à votre goût. Je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro, le numéro 2 des discussions sartoriales, Sartorial Talk, très prochainement, où nous aborderons les différents projets en cours actuellement sur PG. À très bientôt pour tous ces beaux projets et encore merci pour votre fidélité. Cheers!